Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue au balado Les idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels, les grands débats qui façonnent notre monde. La question de l'immigration traverse notre époque. Partout dans le monde occidental, on s'inquiète des flux migratoires qui transforment en profondeur la composition de nos sociétés. En fait, l'immigration massive s'impose partout comme une préoccupation politique centrale. Sommes-nous devant un phénomène immaîtrisable? L'immigration massive s'accompagne, dans les sociétés qui la connaissent, de la montée d'une angoisse de plus en plus explicite, celle de devenir étranger chez soi. Mais au Québec, la discussion tarde à éclore publiquement. Et lorsqu'on l'aborde, c'est avec des pincettes. Comme si la question demeurait taboue et suscitait encore un profond malaise. Il nous faut pourtant l'aborder lucidement, sans excès ni mièvrerie, ce que permet de faire l'excellent ouvrage de Jacques Houle, Disparaître, que j'ai eu le plaisir de préfacer. Et c'est pour mieux comprendre cette question dans toutes ses dimensions que je reçois l'auteur aujourd'hui. Jacques Houle, bonjour. Bonjour. Alors, première question toute simple à propos du titre. Alors, Lise Payette avait à la fin des années 80 fait consacré un documentaire à la question de l'immigration sous le titre Disparaître. Votre ouvrage a pour titre Disparaître. Est-ce que c'est une forme de clin d'œil? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que la question de l'immigration ne doit plus être posée en termes strictement économiques ou sociaux? Est-ce qu'elle remet en question, autrement dit, l'existence même de la nation? Tout à fait. C'est vraiment un clin d'œil à la grande dame que fut Lise Payette. Et d'ailleurs, à l'époque, si je me souviens bien, on lui a fait bien des reproches, et je pense injustement. Ce qu'elle soulevait, la dynamique, notamment des mots linguistiques qui se jouent avec les afflux migratoires, était tout à fait pertinent, et c'est encore plus inquiétant. Quand je parle de disparaître, c'est de disparaître comme majorité démographique. C'est le but. Et l'essentiel, c'est la ligne conductrice de mon ouvrage. L'immigration, quoi qu'on en dise, on en pense, ne se résume pas, comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, à une simple question de pénurie, au demeurant exagéré, prétexte selon moi, mais il y a des effets multiples sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan du marché du travail, et on doit absolument analyser ces effets, et surtout en prenant d'abord la mesure des afflux migratoires. Alors, vous nous dites, la question fondamentale, c'est celle de notre statut comme majorité historique francophone. C'est-à-dire, dans quelle mesure les francophones peuvent demeurer la majorité constitutive du pays, la culture de convergence, la culture de référence. Or, vous le notez, cette question est plutôt laissée de côté dans le débat public. Comme si on accepte aujourd'hui de débattre d'immigration sur les questions économiques, sociales, mais la question, on pourrait dire, de l'avenir de la nation est laissée de côté ou très rarement évoquée. Lors de la dernière campagne électorale, quand François Legault l'a évoqué, on a présenté ça comme un dérapage assez rapidement. Comment expliquez-vous cette espèce de malaise ou de censure qui entoure le débat sur l'avenir de la majorité historique francophone, alors que pendant longtemps, ça allait de soi dans le débat politique? Je pense que vous l'avez évoqué, et d'ailleurs, dans votre excellent ouvrage, L'Empire du politiquement correct, certains thèmes, certains sujets sont considérés comme des tabous. Et lever le voile sur ces tabous, même si on y va avec prudence, même si on le fait d'un point de vue de gauche, et je me définis comme vous, comme un indépendantiste, d'abord, mais sur les questions économiques, je crois à l'économie mixte, et sur les questions sociales, par exemple, dans mon ouvrage, je propose qu'on relève le salaire minimum à 15 $. Mais sur la question de l'immigration, on nous a installés dans un carcan psychologique et moral dans lequel toute personne qui soulève même le principe que l'immigration n'a pas que des avantages, exagérés selon moi, cette personne-là se met dans un état de suspicion. Et je pense que c'est à ça qu'on se bute chaque fois qu'on veut évoquer, même avec les plus grandes prudences, chaque fois qu'on veut évoquer le thème de l'immigration et surtout de ses effets multiples, que j'aimerais évoquer plus tard, qu'on peut se faire taxer, mais il s'agit, dans le fond, de garder la tête droite et de pas trop se faire déstabiliser par ces accusations-là que, je dois dire, de plus en plus lassent les gens.
Alors, il y a un thème central aujourd'hui. Qui parle d'immigration au Québec aujourd'hui parle de pénurie de main-d'œuvre presque automatiquement. C'est le thème central, on pourrait dire, de l'argumentaire économique en faveur de l'immigration massive. Apparemment qu'il y aurait une pénurie de main-d'œuvre et pour y répondre, il faudrait ouvrir les vannes de l'immigration très clairement. Or, dans votre ouvrage, vous vous montrez critique, pour ne pas dire sceptique, envers cette notion de pénurie de main-d'œuvre. Pourriez-vous nous présenter cette notion et la déconstruire s'il le faut? À tout le monde, pourriez-vous nous présenter pourquoi cette notion de pénurie de main-d'œuvre est moins évidente qu'il n'y paraît? Bien, la pénurie de main-d'œuvre remplacée, vous vous souvenez peut-être, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment le vieillissement. Or, des ouvrages, par exemple, comme celui de de Guillaume Marois, sur le remède imaginaire, a mis à mal la théorie que l'immigration pouvait rajeunir une population. Toutes les sociétés développées passent à travers un phénomène de vieillissement et c'est clair que le Québec le vit aussi. Donc, l'immigration a longtemps paru comme étant la porte de sortie. On ne fait pas d'enfants, donc on fait venir des immigrants qui vont remplacer les enfants qu'on ne veut pas avoir. Ça tombe à l'eau. Alors là, on a depuis de plus en plus, devant des pressions qu'on n'ose pas reconnaître et nommer. Pression économique d'une partie du patronat, pression aussi politique. Certains partis politiques se font des clientèles politiques avec les allophones. Donc, on a on n'a pas inventé, on a exagéré, grossi un problème qui est récurrent dans l'économie. Moi j'ai fait 20 ans emploi Immigration Canada. Vous savez, les pénuries de main-d'œuvre mentionnées aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on mentionnait. C'est des postes difficiles à combler. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est des postes peu compétitifs. Dans un document qui a été publié, ça s'appelle « Portrait des postes vacants au Québec au deuxième trimestre par 2018 » par l'Institut de la statistique du Québec. On fait le tour de la question des pénuries, des postes vacants, et ça demeure constant. Les 3 postes dont on dit qu'il y a des pénuries sont d'abord les serveuses, deuxièmement les caissières, et troisièmement, les journaliers d'usine. Et ils ont tous en commun ceci, sont payés moins de 15 $ de l'heure. Et je vais mentionner quelque chose qui est encore plus intéressant. Près de 40% des emplois, des postes vacants signalés exigent aucune formation. Donc, c'est clair, la plupart des postes vacants signalés sur le marché du travail, et c'était vrai il y a 30 ans, sont des postes précaires ou aux conditions de travail peu compétitives et effectivement où il y a des roulements de population. Quant aux emplois de qualité, croyez-moi, il ne manque pas de candidats. Et d'ailleurs, la Banque mondiale avait publié en 2014 un document absolument complet dans lequel il disait « Le monde va faire face à une pénurie d'emplois spécialisés ». La preuve que c'est vrai, au Québec comme en Amérique du Nord, près de 40% des gens qui occupent un emploi actuellement, avec une formation postsecondaire, occupent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. En d'autres mots, s'il y a pénurie au Québec, il y a pénurie d'emplois de qualité. Et dans ce sens-là, M. Legault avait un peu raison. Ce qu'on a besoin, ce sont des emplois qui payent dans les 30, 40 et 50 $. Et je fais remarquer que les postes en vacances dans ces secteurs-là sont rarissimes. D'ailleurs, le salaire moyen au Québec est de 24 $ et rappelons-nous que 855 000 travailleurs et travailleuses au Québec travaillent pour un revenu qui est moins horaire, de moins de 15 $ de l'heure. Alors, je répète, qu'on doit d'abord s'occuper des gens qui sont sur le marché du travail et qui, carrément, dans le contexte actuel, sont sous-payés. Alors, vous évoquez la question du patronat. On lisait récemment dans les journaux, par exemple, certains patrons se plaindre qu'ils devaient payer trop cher leurs employés pour certains postes. Et puis là, pour eux, c'était la preuve qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on pourrait pas croire que pour le patronat, ou à tout le moins pour une certaine partie du patronat, l'immigration massive va être utilisée pour faire une pression à la baisse sur les salaires, pour éviter quelquefois de se moderniser aussi, de moderniser l'entreprise, de robotiser, comme on disait autrefois. Donc, autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paresse, c'est peut-être pas le bon terme, vous me corrigerez s'il le faut, mais de paresse de la part du patronat que de miser sur l'immigration massive pour ne pas, donc, 1, payer davantage et 2, moderniser son appareil de production d'une manière ou de l'autre? Une excellente question. J'ai employé pour avoir d'abord un gros mot.
Vous savez, on vit dans une société capitaliste. C'est quelque chose qui est évacué du débat, mais dans une société capitaliste, c'est normal. Ceux qui, n'est-ce pas, ont des entreprises, ils cherchent à avoir une main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre est un élément important de leur coût de production. Alors, évidemment, c'est naturel, c'est normal. Heureusement, il y a les syndicats pour essayer de contrer cette tendance naturelle d'un propriétaire d'entreprise de vouloir payer le moins possible. Et l'immigration, c'est là que l'immigration intervient. Et vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord, l'immigration, trop nombreuse, vient jouer un rôle vient comprimer à la baisse la hausse naturelle des salaires. Quand je vois des gens dire, vous savez, ils vont pouvoir exiger des meilleurs salaires, mais c'est normal. Quand on pense que dans certains endroits, par exemple, dans une usine d'abattage, embaucher quelqu'un à 13 $ de l'heure pour faire un travail, croyez-moi, qui n'est pas particulièrement agréable, et lui dire, ou encore une préposée aux bénéficiaires, qui a moins de 15 $ de l'heure et qui a une famille qui habite Montréal et qu'on paie à 14 $ de l'heure, c'est vraiment scandaleux. Donc, il est normal que les salaires soient haussés pour s'ajuster. D'ailleurs, soit dit en passant, le salaire minimum du Québec est inférieur à celui de l'Ontario. Pourtant, ils ont un gouvernement conservateur et de loin inférieur à celui de l'Alberta, qui est à 15 $ de l'heure. Donc, oui, d'abord, ça joue un rôle de comprimer ou d'enrayer la hausse naturelle des salaires. La deuxième est là. Vous savez, j'ai écrit un livre précédent dans lequel je plaidais pour une réindustrialisation du Québec et je remarque au Québec, au niveau des entreprises manufacturières, en particulier la révolution numérique, on a à peine 20% de nos entreprises se sont automatisées. Alors, qu'est-ce que fait l'immigration? Il permet une seconde chose, il permet à certaines entreprises, pas toutes, certaines sont d'avant-garde, n'est-ce pas, permet à certaines entreprises de reporter la nécessaire automatisation. Je vais vous donner un exemple. J'ai donné une conférence dans le bout de Victoriaville, un véritable Japon industriel du Québec, un bijou industriel, mais j'avais deux entreprises. L'une utilisait des soudeurs et l'autre utilisait la soudure numérique. Et c'est évident que c'est chez ceux qu'on utilisait la soudure numérique, on avait automatiser la soudure, que les salaires étaient beaucoup plus élevés. En d'autres mots, l'effet pervers d'une immigration où on a peu d'exigences, c'est effectivement d'encourager une partie du patronat, surtout dans le secteur industriel, de reporter la nécessaire automatisation. Et j'ajouterai, M. Bock-Côté, qu'il y a un autre effet, c'est que la plupart des emplois pour lesquels on dit qu'il y a pénurie, alors, je le dis, c'est des conditions non compétitives. Ce sont des emplois qui sont appelés à disparaître. Il suffit juste d'ouvrir la page d'un livre sur la révolution numérique qui est en train de balayer l'économie mondiale pour constater que les emplois de caissières, les emplois de serveuses, les emplois de journaliers vont être malheureusement remplacés. Que fera-t-on avec cette main-d'œuvre pour lesquelles on n'exige aucune scolarité une fois que leurs postes vont devenir redondants. Alors, vous voyez, c'est multiple et je reviens, l'immigration a de multiples effets. Le but de mon livre, c'est de pas dire que j'ai toutes les solutions, mais c'est de lever le voile sur les énormes conséquences d'une immigration de masse. Et permets-moi tout à l'heure de préciser l'ordre de grandeur de cette immigration-là d'abord, évidemment, sur le plan démographique, sur le plan linguistique, sur le plan de la survie du français à Montréal et sur l'économie. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, je pense qu'une partie du patronat, en la réclamant à corps et à cri sans nuance, se tire dans le pied. Vous mentionnez, au-delà de la question économique, il y a une donnée centrale qui est très importante et je crois qu'on n'a pas suffisamment évoqué dans le débat public, c'est que jusqu'aux années 90, fin 90, ce qu'on appelle la majorité historique francophone avait réussi à se maintenir à des niveaux autour de 80% de la population au Québec. Ce qui lui permettait de conserver son poids politique, son poids culturel. Ça lui avait pas permis en 95 de gagner le référendum, mais à tout le moins, il y avait une majorité très nettement établie ici. Or, vous nous dites que depuis la fin des années 90, pour différentes raisons, cette majorité est en situation de fonte démographique. Pourriez-vous nous faire un portrait de cette fonte démographique depuis la fin des années 90 et des tendances qui s'annoncent pour les prochaines décennies si rien ne change? Ouais. Effectivement, l'essai, vous savez, j'ai, en plus d'une formation en droit, j'ai une formation en histoire. Et l'introduction de mon livre, j'ai tenté de brosser rapidement un survol de l'immigration d'un point de vue historique. Quelqu'un récemment m'a dit, vous savez, est-ce que le premier ministre, puisque vous évoquez les dangers que fait porter l'immigration
sur le plan démographique et linguistique ou des mots linguistiques? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Ottawa décidés de nous noyer? C'est un peu comme si vous demandiez au président de McDonald's, vous savez, la chaîne de restauration fast-food McDonald's, est-ce que vous vous réveillez le matin en disant « je vais engraisser les Américains ». Mais on sait, n'est-ce pas, qu'il y a une corrélation entre l'obésité, l'épidémie d'obésité aux États-Unis et la montée en puissance de la restauration. C'est la même chose que j'évoque sur la longue durée, un peu comme Braudel nous enseignait, vous savez, ce maître de l'histoire française, Fernand Braudel, c'est sur la longue durée que l'histoire se révèle. Or, sur la longue durée, l'immigration a été effectivement utilisée à partir de la conquête pour nous minoriser, nous, Canadiens français. Vous savez, je viens de l'Ontario et j'ai vu de près ce que veut dire la précarisation du fait français. Lors du dernier recensement, on évoquait qu'il y avait en Ontario 574 000 Franco-Ontariens. Les travaux de Charles Casson, au demeurant excellent, ont démontré que sur ces 574 000 Franco-Ontariens, à peine 310 000 parlaient le français à la maison couramment au moment du recensement. Alors, la même chose se produit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai voulu savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on sait, sur le plan historique, qu'il y a eu des vagues d'immigration qui ont commencé avec l'arrivée des loyalistes et c'était depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris encore plus d'ampleur. Or, de 1900 à l'an 2000, jusqu'à la fin des années 1990, malgré une immigration très élevée au Canada, mais moins élevée au Québec, les gens, en fait, généralement, utilisaient le Québec comme lieu de transit, le Québec a pu effectivement se maintenir la majorité de langue maternelle française, environ 80 à 82 %. Et le virage va se produire et c'est les travaux, les projections qu'ont faites, notamment Statistique Canada, celle qui a été publiée le 25 janvier 2017, la date de diffusion, et ça s'appelle « Projection linguistique pour le Canada ». Et là, tout à coup, on tombe dans un scénario qui est vraiment, des prédictions qui sont vraiment inquiétantes. On devrait passer de 2011 à 2036, de 79 % à 69 %. 10 points sur moins d'une génération, alors que pendant 4 générations, ou 3, dépendant comment on la compte, on s'était maintenu à 80 %. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, au début des années 60, la fécondité, comme dans tous les pays occidentaux, est devenue atone. Donc, il n'y a plus d'accroissement naturel. L'accroissement de la population se fait que par l'immigration. Or, on a doublé. De 1970 à 2000, la moyenne, je dis bien la moyenne d'immigration, d'accueil au Québec était de 30 000. Ce qui fait, si vous calculez rapidement, environ 900 000 immigrants. Or, depuis 2009, elle se maintient au-delà de 50 000. Ce qui veut dire que de 2000 à 2036, on va accueillir encore 1 800 000. Alors, vous additionnez tout ça, on est près de 3 millions d'immigrants. Croire que cette masse d'immigrants n'a aucun impact sur le plan démographique, c'est vraiment dans le déni. Et je vais vous expliquer, c'est facile. 50 000 immigrants par année, vous savez, proportionnellement à la taille du Québec, c'est 2 fois plus d'immigrants qu'aux États-Unis. En d'autres mots, la petite collectivité québécoise, la société distincte québécoise, se permet d'avoir un niveau d'immigration, un taux d'immigration qui est le double de celui des États-Unis, qui ont une population de 325 millions, dont la culture anglo-américaine est dominante à travers la planète, qui domine l'économie, bref, c'est la méga-puissance hégémonique. Et nous, la petite société fragile, cet îlot francophone, on se permet le luxe. Alors, j'ai établi une corrélation. Je me suis dit, est-ce que c'est pas évident? Et les projections statistiques le démontrent qu'il y a une corrélation entre la fonte, si vous le voulez, un peu comme nos banquises polaires qui sont en train, avec le réchauffement climatique, on est en train de fondre. Alors, la majorité, et c'est la seule qui nous reste en Amérique du Nord, vous savez, en Ontario, ailleurs, on représente les Franco, moi j'aime mieux dire Canadiens-Français, c'est comme ça que j'ai été élevé. Nous, les Canadiens-Français, les communautés canadiennes-françaises hors Québec, celle de l'Ontario, c'est 310 000. On représente moins de 3,8 % de l'ensemble de la population canadienne. On va tomber à 2,7 %. Ce qui veut dire, statistiquement parlant, on perd toute influence. Il reste donc qu'une seule majorité,
fragile, c'est celle du Québec, et celle-ci va fondre, et j'ai utilisé le mot fondre, parce que je pense qu'on est devant un problème vraiment, vraiment gravissime. On est une petite collectivité, et on va passer de 79 à 69 %. Certains, comme Charles Castonguay, par exemple, l'excellent mathématicien qui fait des travaux et qui suit la question de l'assimilation depuis 30 ans, professeur à l'Université de Sherbrooke, d'Ottawa, à la retraite, et qui écrit régulièrement dans l'autre journal. Ces inquiétudes sont justifiées. Donc, les chiffres avancés par Statistique Canada, qu'on va chuter à 69 %, c'est le minimum. Donc, oui, la majorité de langue maternelle française au Québec est gravement menacée. Et puisque la cause de cette diminution est l'immigration, pas l'immigration en soi, mais trop élevée, ce que je propose logiquement, c'est de revenir, n'est-ce pas, à nos moyennes historiques qui se situaient sous 30 000. D'ailleurs, et je termine, si on utilisait simplement le taux d'immigration, ce que les démographes appellent le nombre d'immigrants par 1000 habitants, au lieu de 6 immigrants par 1000 habitants, on en aurait 3. C'est exactement le taux des États-Unis. Alors, si vous l'appliquez à la population d'aujourd'hui, c'est environ 25 000. Donc, mon plaidoyer, M. Bock-Côté, c'est pas d'arrêter l'immigration, mais c'est de la rendre de telle sorte, d'avoir une approche raisonnable, de se dire, on doit préserver quelque chose qui est précieux, c'est la société distincte, et surtout que cet afflux migratoire exagéré fait des problèmes insolubles sur le marché du travail. On sait que les taux d'immigration chez les immigrants sont beaucoup plus élevés que chez les natifs. Des problèmes sur la langue. On sait qu'à Montréal, de plus en plus, dans les édifices publics, dans les magasins, pour l'emploi, c'est l'anglais. Et je le vérifie à chaque fois que je me promène dans certains quartiers. Sur la cohésion, et effectivement, on doit poser aussi la question de la cohésion. Sur les enjeux constitutionnels, on oublie. Mais vous imaginez, s'il y avait un troisième référendum, comme indépendantiste, c'est clair que la diminution de la masse critique démographique de langue maternelle française diminue nos chances progressivement. Alors, c'est un peu la problématique dans laquelle se situe mon essai. Alors, devant tout cela, devant cette démonstration très convaincante, certains vous répondront de manière presque rituelle ou pavlovienne, loi 101. Ils disent la loi 101, tout cela est très vrai, mais la loi 101 a changé le cours des choses et aujourd'hui, la loi 101 suffit pour franciser les nouveaux arrivants, pour fabriquer des Québécois. Est-ce que vous, même dans son état actuel, multi-torpillé par les opérations fédérales, ils disent néanmoins la loi 101 est suffisante pour assurer la francisation. Que répondez-vous à cet argument? La loi 101 était certainement un geste absolument historique. On doit féliciter le premier gouvernement souverainiste du Québec, de M. René Lévesque, d'avoir eu l'audace, et je me souviens, parce que je suis assez âgé, des débats qui avaient entouré l'adoption de la loi 101. Et je me souviens que c'est à peu près les mêmes expressions qu'on entend aujourd'hui, le recours aux amalgames, je me souviens qu'on avait accusé le bon docteur Lorrain d'être le Goebbels du gouvernement du Québec. Alors, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ce que je réponds, c'est Charles Castonguay, encore cet homme que j'admire, dont les travaux sont remarquables, qui a écrit justement hier, signé un article qui s'appelle « Le mensonge de l'efficacité de la loi 101 ». En fait, la loi 101, d'abord, il y a une partie de l'immigration qui lui échappe, puisque les gens qui arrivent ici, pour une bonne part, ne sont pas choisis par le Québec, sont choisis par le fédéral, surtout dans le cas de la réunification de famille, donc ne sont pas scolarisés en français. Ce qui veut dire que sont vraiment ceux qui sont touchés, les immigrants qui sont touchés, c'est ceux qui vont être scolarisés. Et ils le sont d'ailleurs seulement au primaire et au secondaire. Par conséquent, l'emprise de la loi 101 ou l'impact de la loi 101 sur la francisation des immigrants, elle est limitée. Elle n'est pas inutile, mais elle est limitée. Et on s'en aperçoit de plus en plus. Ce qui fait que, par exemple, une étude du vérificatrice générale l'a démontré, d'abord, à peine 30 % des gens qui arrivent au Québec qui n'ont pas le français ou l'anglais comme langue première, à peine 30 % vont choisir des cours de français. Et je me permets de le signaler, j'en suis renversé, c'est des cours qui sont offerts gratuitement. Il y a même des allocations. Ce qui veut dire que 70 % des immigrants qui ne parlent pas le français ou l'anglais choisissent d'ignorer l'apprentissage du français. Alors, ça a des conséquences, évidemment, cumulatives. Moi, j'arrive à peu près au chiffre de 20 000 sur les 50 000. 20 000 multiplié par 10, c'est 200 000.
Et c'est curieux parce qu'il y a eu un article qui était signé de M. Dutrissac dans Le Devoir, dans lequel il disait 210 000 allophones au Québec, ou issus de l'immigration, ne parlent pas français, mais cependant, la plupart d'entre eux parlent l'anglais. Alors, les travaux de Charles, je reviens à votre question et je la résume. L'efficacité de la loi 101, elle est, n'est-ce pas, elle est vraiment limitée. Elle est vraiment, et on doit regarder en amont et en aval. En aval, voir si on pourrait pas, n'est-ce pas, la loi 101 pourrait pas être appliquée davantage, par exemple, dans les milieux de travail. Certains y échappent, les plus petites entreprises. Au collégial, c'est évident que ça aurait dû être fait. C'est quelque chose encore devant lequel on a refusé. Et aussi, en amont, c'est clair qu'on doit aussi se poser des questions, non seulement sur le nombre d'immigrants reçus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas choisir des gens qui ont déjà fait l'apprentissage du français, qui en ont montré l'attachement. Et un dernier élément, et vous l'avez souligné dans une chronique un jour, en parlant d'Emmanuela, j'avais adoré le fait de maîtriser le français sommairement ne fait pas de nous quelqu'un qui adhère à la culture et à la langue québécoise. Moi, je suis franco-ontarien. Si on me demandait êtes-vous anglophone, je dirais oui, je parle l'anglais, je l'ai même enseigné, mais je suis pas un Canadien anglais. Je suis un Canadien français et ici, je suis un Québécois d'ascendance canadienne-française. Alors, la loi 101 a été une mesure historique et j'aimerais, et je fais appel au nouveau gouvernement de la CAQ pour qu'elle renforce les dispositions en amont et en aval. Alors, vous avez évoqué tout juste le gouvernement de la CAQ qui s'était engagé à réduire pendant 2 ans les seuils d'immigration, mais qui semble vouloir se le faire pardonner le plus rapidement possible en annonçant déjà avant même de les avoir baissés qu'il va les rehausser. Bon, il l'avait dit à certains égards, donc on pouvait s'y attendre. On pouvait aussi espérer que la baisse de 2 ans soit maintenue 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et ainsi de suite. Autrement dit, que ce soit un changement véritable dans la logique du toujours plus. 2 questions dans cet esprit. Est-ce que, de ce point de vue, la CAQ, à votre avis, trahit un engagement fondamental? Et 2, quand on regarde l'histoire de l'immigration au Québec depuis la Révolution tranquille, on pourrait dire que les péquistes, lorsqu'ils sont au pouvoir, ont des seuils d'immigration relativement plus bas. Et les libéraux les haussent systématiquement. Donc, comme si chaque parti avait une lecture assez fine de ses propres intérêts par rapport à l'immigration. Est-ce que vous pensez de ce point de vue que dans la mesure où la CAQ se rallie à des seuils d'immigration libéraux, est-ce qu'on est en train de perdre la dernière chance, disons ça comme ça, pour éviter la minorisation progressive des francophones à tout le moins à Montréal? Est-ce qu'on est en train de manquer la dernière occasion historique où il aurait été possible de renverser le cours des choses? Votre question, je vais commencer par la deuxième partie. Les deux sont excellentes, mais par la deuxième partie, et vous savez, j'imagine que chaque auteur d'un essai aimerait, dans une entrevue, pouvoir dire toutes les nuances de son écrit, de son texte. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un peu du parcours historique que j'essayais de rappeler de l'immigration, et celui sur lequel je m'attarde beaucoup plus, c'est celui de 70 à 2000, et effectivement, on s'aperçoit que de 70 à 2000, littéralement, les seuils d'immigration doublent. Et je commence toujours par celle de René Lévesque. Il y a eu la grave récession de 81-82 où les taux d'intérêt augmentaient jusqu'à 21-22%. Pour ceux qui avaient des taux des hypothèques couvertes, ils s'en rappellent comment c'était douloureux. Taux de chômage qui frisait les 16%. Et le gouvernement de René Lévesque, très sagement, avait réduit les taux d'immigration à 14 000. Donc, on s'aperçoit que le Parti québécois avait fait 2 choses. D'abord, faisait moduler les seuils d'immigration selon les cycles économiques. C'est essentiel. Et deuxièmement, les avait maintenus en deçà de 20 000. Avec Robert Bourassa, n'est-ce pas, l'homme de la société distincte, les seuils d'immigration ont littéralement explosé et pour la première fois, ça a dépassé les 50 000. Le retour au pouvoir du Parti québécois, on a assisté à une nouvelle baisse qui a commencé avec Jacques Parizeau et qui s'est maintenue sous les 2 gouvernements successifs, c'est-à-dire sous M. Landry et sous M. Bouchard. Et c'est vraiment à partir de 2003, c'est-à-dire avec l'arrivée au pouvoir des libéraux, le retour au pouvoir, qu'on voit une hausse des niveaux d'immigration et de façon substantielle. Et là, curieusement, tout le monde se rappelle de la récession
2007, 2008. Vous savez, moi, j'aime beaucoup l'économie, je la suis davantage que l'actualité politique. Or, la récession de 2007-2008, qu'est-ce qu'on voit? Le gouvernement libéral de M. Charest va augmenter au lieu de geler, voire de réduire les seuils d'immigration. Normalement, s'il avait suivi la tradition en Occident, d'ailleurs, c'est pas juste M. Lévesque qui avait fait ça. Tous les gouvernements sociaux-démocrates européens, en période de récession, vont réduire les seuils d'immigration et les laisser remonter naturellement avec des plafonds. Or, c'est là qu'on atteint 58 000. Et depuis 2009, et ça, c'est nouveau dans l'histoire du Québec. Et je vous le dis, moi, l'alerte, là, je la lance parce qu'elle est vraie, il suffit pas. Il suffit pas simplement d'impression, d'intuition, mais les chiffres sont implacables. À partir de 2009, on se maintient au-delà de 50 000. Ce qui veut dire que de 2009 à 2019, on va recevoir 500 000 immigrants. 500 000 nouveaux arrivants. Vous savez, c'est plus que la ville de Laval, 410 000. De 2000 à 2036, c'est 1 800 000. Maintenant, si on fait le total, on arrive environ à 2,8 millions d'immigrants sur l'espace de 1970 à 2036. 2 générations. Maintenant, une société, généralement dans toutes les sociétés, peu importe leur accueil, les immigrants, 20 à 25 vont partir. Donc, on conserve environ 80% des immigrants. Maintenant, pensez que cette masse, ces flux migratoires sont sans impact sur l'avenir, c'est vraiment pratiquer le déni. Alors, ce que je voudrais, et ce que je demande, et ce que j'espère vraiment, que je comprends un peu les pressions qui s'exercent actuellement sur la CAQ, Chambre de commerce, Conseil du patronat. Je comprends aussi qu'on veut, face à la levée de bouclier qui est presque parfois indécente face à la loi 21, qu'on veuille donner des signaux, surtout au milieu d'affaires, que vous savez, on est des gens d'affaires. We mean business. Et effectivement, M. Legault est un homme d'affaires, un bon homme d'affaires. Mais, vous savez, c'est curieux, je vois M. Legault un peu comme un parent. Ma mère s'appelle Gabrielle Legault, alors, par ma mère, je suis un Legault. Et les Legault, c'est des gens quand même avec une intelligence pratique, des gens concrets. Et je pense que si on regarde les chiffres que je soumets, on va voir que cette hausse annoncée est précipitée. Moi, ce que j'invite le gouvernement de la CAQ et chacun des députés et aussi des autres partis, le Parti québécois, c'est d'examiner un à un véritablement les impacts qu'ont l'immigration sur la société québécoise. Et je reviens, les impacts démographiques, les impacts linguistiques, sur la survie sur la langue, sur la répartition de la population au Canada, au Québec. Vous savez, 80% à 90% des immigrants arrivent dans la région de Montréal. Donc, Montréal, puisque l'immigration est la seule source de croissance de la population, devient de plus en plus obèse sur le plan démographique par rapport au reste. Donc, on marginalise démographiquement, économiquement les régions. Aussi, il y a des facteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, constitutionnels, linguistiques, politiques aussi. On sait que le vote, malheureusement, a tendance à s'agréger auprès du Parti libéral, ce qui fait que les autres partis se trouvent gros gens comme devant. Et il y a la dernière partie qui n'est pas une partie essentielle, mais je la soulève. Les travaux de Putnam aux États-Unis sont clairs. Il y a un impact aussi sur la cohésion sociale. Il ne suffit pas de dire « j'aime » ou « j'aime pas ». Il s'agit de voir quels sont ces impacts sur la longue durée culturelle et psychologique. Alors, je vous remets avec une part de la question qui me semble la question de l'urgence, disons ça comme ça, c'est-à-dire le gouvernement Legault, c'est la première fois, bon, à part la période 2012-2014, c'est le retour d'un gouvernement nationaliste au Québec depuis 2003. Or, le fait est qu'il se rallie pour l'instant, sur le fond des choses, au-delà d'une baisse cosmétique pendant 2 ans, il se rallie aux positions du Parti libéral sur les questions d'immigration. Est-ce que nous sommes en ce moment, c'est la tentation de tous les contemporains de croire qu'ils sont toujours au point tournant de l'histoire. On a toujours l'impression de l'être, peu importe le moment où on vit dans l'histoire du monde. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, on a une fenêtre de 5 à 10 ans sur laquelle on peut agir et sinon, ce sera le fameux trop tard. Est-ce qu'il sera un jour trop tard pour réaménager sérieusement notre politique d'immigration? Ben, le document sur lequel je m'appuie, je reviens toujours, Immigration et diversité, les projections faites par Statistique Canada sont de 2011 à 2036. Alors,
Moi, là, les projections que je ferais s'appuient exclusivement sur celle-là. Et je dis que 2036 est vraiment... Et 2036, c'est pas très loin. C'est dans 17 ans. 2036 représente, et quand on parle de 69%, ça, c'est un maximum. Alors, plusieurs démographes et plusieurs statisticiens vont vous dire qu'on va friser davantage le 60 et le 65%. Ce qui veut dire que Montréal, on est à 47, Montréal, c'est 40%. La région métropolitaine de Montréal, qui représente 49%, je pense, de la population totale du Québec, va basculer, va devenir minoritaire. Si la région métropolitaine de Montréal et Montréal est minoritaire, le poids démographique de la majorité historique, le poids politique, le poids culturel, le poids linguistique se marginalise. Alors oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a urgence, et je pense que l'horizon 2036 est le plus loin qu'on peut reporter la décision. Et je pense, je reviens toujours à ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, je pense que a fait preuve de beaucoup d'audace, de courage dans le contexte actuel, de présenter une législation sur la laïcité. Je pense que cette législation-là, mais le but de mon essai, c'est pas de dire est-ce qu'elle aurait dû aller plus loin ou non, mais je reconnais ça. Et je pense que une fois la tempête passée sur la question, je pense que le gouvernement de la CAQ aurait un intérêt objectif. Si elle veut être à l'écoute de la nation, de faire un débat beaucoup plus large et d'échapper à la contrainte de la fameuse pénurie. Vous savez, c'est un peu comme ramener tous les problèmes de santé publique au fait de faire de l'exercice. On l'a compris, c'est mieux de marcher. Mais c'est pas vrai que tous les problèmes de santé publique sont reliés au fait de marcher. Si j'ai mangé 3 hamburgers chez Big Mac, si j'ai fumé mon paquet de cigarettes, si j'ai bu ma caisse de bière, et si j'ai passé ma soirée dans mon fauteuil, j'ai l'impression... Alors, c'est la même chose. On souffre actuellement d'une obésité, en quelque sorte, migratoire, et il faut aller à la source des problèmes. Et je pense que collectivement, et je vais me permettre, vous savez, si j'avais à réécrire le livre, j'aurais fait un livre sur les Premières Nations également. Quand j'étais jeune, moi, je suis né à Mattawa, un petit village, et au collège, on me taquinait, on m'accusait, on m'appelait métisse. Et je me souviens que mon père montrait toujours la photo d'une grand-mère qui était vraiment indienne. Et effectivement, plusieurs chez nous, surtout mes sœurs aînées, avaient les yeux bridés, même s'ils avaient les yeux bleus. Alors, c'est certain que, comme toutes les vieilles familles canadiennes-françaises, on a un peu de sang amérindien. Et je voulais vous faire remarquer, j'aime beaucoup les statistiques, vous savez. Je les lis avec beaucoup d'attention. Selon le même recensement de 2011 qui lance, n'est-ce pas, qui nous alerte sur la situation précaire du français, il y a au Canada 1 400 000 personnes qui se déclarent d'origine, n'est-ce pas, autochtone, c'est-à-dire amérindiens, inuits et métis. Parmi celles-là, à peine 18 % maîtrisent une langue maternelle. 82 % des Autochtones au Canada, n'est-ce pas, déclarent l'anglais surtout, le français à peu près à 10 %. Donc, et les langues qui vont survivre, on en nomme 3. Il reste le cri, probablement va survivre, parce qu'il y a suffisamment de l'octol, l'Ojibwe, et peut-être la langue inuit. Donc, on a là un génocide culturel vraiment, vraiment, qui se passe sous nos yeux. Et on fait à Ottawa des déclarations de principe, vous savez, on veut protéger les langues. Mais dans la réalité, les tendances lourdes, c'est pour ça que je me méfie des politiciens, les tendances lourdes sont inexorables. Et d'ailleurs, dernier détail intéressant, c'est au Québec. Les langues amérindiennes sont le mieux protégées, où on retrouve le taux le plus élevé de locuteurs de langue amérindienne. Alors, je les relis, j'aurais ajouté un chapitre sur eux pour dire que, comme les Premières Nations, cette Première Nation qui est la nation canadienne, n'est-ce pas, on est menacé par un flot migratoire qui est beaucoup trop élevé pour pouvoir gérer ses conséquences. Alors, vous avancez, on nous reste quelques minutes à peine, dans les propositions qui sont les vôtres. Il y a donc, on l'a compris, une baisse des seuils d'immigration. Il y a eu ensuite faire du français un critère, ce qui était la proposition du Parti québécois, c'est-à-dire vous ajoutez aussi des critères de proximité culturelle, c'est-à-dire pour favoriser l'intégration d'une manière ou de l'autre. Donc, vous évoquez par exemple des immigrants de France, de Belgique, de Suisse romande, et ainsi de suite, si je ne me trompe pas. Dans quelle mesure nos gouvernements assument-ils d'une manière ou de l'autre l'idée de la nécessaire proximité culturelle pour favoriser l'intégration? Est-ce que pour l'instant de tels critères existent de manière ou de l'autre, ou est-ce que nous sommes étrangers à de telles considérations? Bien, encore là, la rectitude politique nous impose, n'est-ce pas, une censure constante, comme si la préférence linguistique était en soi suspect.
Et, mais ma foi, tout comme la préférence religieuse. Je donnais l'exemple dans mon livre, Israël privilégie, encourage, n'est-ce pas, l'immigration de sa diaspora. Les Allemands, depuis longtemps, vous savez, l'Allemagne a vécu un phénomène incroyable après la Deuxième Guerre mondiale. On a littéralement vidé des provinces allemandes de leur population, 12 millions. Vous savez, on parle de déplacement, c'est 12 millions. Et l'Allemagne a effectivement, dans ses législations, on a accueilli, par exemple, des Allemands, même s'ils ne parlaient plus, qui venaient de l'Union soviétique. Donc, on privilégiait des gens qui partageaient un héritage commun. Alors, ce que je veux dire, c'est que les travaux aussi aux États-Unis ont démontré que les gens, les travaux d'Huntington notamment, que les gens qui partagent, par exemple, aux États-Unis, les immigrants qui sont le mieux adaptés, je veux dire, le plus rapidement, qui ont moins quitté. Vous savez, parce qu'il y a une partie des immigrants qui retournent dans leur pays. Or, plus c'est éloigné de l'anglais, les Écossais, les Irlandais, qui étaient pourtant catholiques, et les Anglais, évidemment, ont un taux, là, c'est presque 95% des immigrants qui restent au pays. Et plus tu t'éloignes, par exemple, les Italiens, moi-même, je ne le savais pas, 60% des Italiens qui ont immigré aux États-Unis sont retournés en Italie. Donc, je pars du critère qu'on pourrait, effectivement, surtout qu'on est dans une situation paradoxale, on fait venir des immigrants qui ne maîtrisent pas l'anglais, le français. Manifestement, certains ne veulent pas l'apprendre. Et on consacre des sommes fortes pour essayer de franciser. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas, parallèlement, ça ne veut pas dire d'exclure ceux qui ne parlent pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas choisir un certain pourcentage de gens qui ont déjà le français comme langue maternelle? Quand je parle d'un français, ça ne veut pas dire qu'il y a des Français qui sont d'origine maghrébine, qui sont arméniennes, qui sont juives, mais c'est quelqu'un pour qui la langue française était la langue courante à la maison. Alors, c'est dans ce sens-là. Il y a les Franco-Ontariens, il y a tous les Franco, les Acadiens. Alors, est-ce qu'ils pourraient pas? Et on s'est aperçu, la dernière chose, que ceux qui, n'est-ce pas, appartiennent à la langue romane, espagnol, italien, surtout sud-américain, ont tendance davantage à adopter le français que d'autres groupes. Alors, ma thèse est relativement simple. Il pourrait y avoir, dans nos critères de sélection, une emphase placée. Et je donnais l'exemple de la France, parce que, curieusement, la France est un pays d'émigration actuellement. Il suffit juste de se promener à Montréal, j'habite Montréal, et puis seulement qu'auprès du consulat français, là, mais je voudrais pas qu'on m'appelle à la sortie de studio, je pense qu'il y a 85 000 Français à Montréal enregistrés. Alors, il y a vraiment une pression. L'année passée, je donne des exemples, les fameux visas, vacances-travail. Il y a vraiment une pression et on pourrait aller chercher certainement au sein de tous ces groupes-là une bonne portion des immigrants. Alors, si tu fais venir quelqu'un, n'est-ce pas, qui parle le français, qui aime le français, et qui le chérit, mais je pense qu'on a voilà un citoyen qu'on veut avoir. Et d'ailleurs, j'ai un des exemples qui est le plus frappant, moi, tous les jours, quand je lis le Journal de Montréal, c'est Joseph Facal. Mais peut-on être plus québécois que lui? Et on voit le parcours de Joseph, un immigrant d'origine, je sais pas si lui ou c'est son père, uruguayenne, et qui épouse non seulement maîtrise la langue, mais épouse nos aspirations collectives. Alors, peut-on souhaiter mieux que beaucoup de Joseph Facal? Alors, une dernière question avant de terminer cet entretien. Dans votre ouvrage, vous évoquez donc la possibilité d'une disparition de la nation. Donc, je ne dirais pas que c'est un ouvrage pessimiste, le terme n'est pas là, puisque vous appelez à l'action politique. Est-ce que vous croyez néanmoins, vous disiez tantôt jusqu'à 2036, c'est l'horizon de vos prédictions. Croyez-vous néanmoins qu'on est à ce moment dans l'histoire où c'est l'avenir de la nation qui se joue? C'est-à-dire, fondamentalement, si les décisions politiques importantes ne sont pas prises, la dynamique de la minorisation sera irréversible. Est-ce qu'on pourrait décrire ainsi notre situation historique? Vous l'avez tellement bien décrit que pour une fois, je vais être bref. Oui, vous avez totalement raison. On joue vraiment. Et quand on parle de 10 ou 15 ans, vous savez, à l'échelle de l'histoire, là, 2036, c'est un battement de cœur. C'est un clignement d'œil. C'est excessivement court. Et moi, je pense qu'effectivement, sur le plan politique, sur le plan démographique, sur le plan culturel, et la grande région de Montréal, qui est la locomotive du Québec, ben, c'est perdu. Et l'effort, c'est ce qu'on va vivre après, ça va être les spasmes de l'agonie. Je le pense vraiment. Alors, vous avez tout à fait raison, M. Boccoté. Je pense que l'avenir de la dernière majorité, vous savez, le Canada,
On nous s'appelait jadis, le Canada, c'était quoi à l'époque de la Nouvelle-France? C'était les basses terres du Saint-Laurent entre la Malbaie puis la rivière des Outaouais. Notre nom, c'était Canadien. Le pays, c'était le Canada. On était conquis. On nous a enlevé notre nom, n'est-ce pas? On nous a enlevé le pays. Et maintenant, dans ce pays qui nous reste, le Québec, notre berceau national, il nous reste une fragile majorité. Et sans surdramatiser, cette majorité-là, vraiment, vraiment, elle est menacée. Et selon moi, parmi les mesures, je prétends pas que seul le contrôle des niveaux d'immigration va compter, mais c'est certainement une mesure en amont essentielle à notre survie. Alors, Jacques Auly, c'était un plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Merci. Merci infiniment. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.